Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce 5e podcast autour de l'hypnose et de la méthode Wingcar. Je suis Gabriel de Richaud et je suis évidemment en compagnie de Jean-Emmanuel Combe. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour Gabriel. Donc nous sommes là aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait évoquer et parler de l'écriture automatique. L'écriture automatique, on l'utilise souvent après le signaling ou les mouvements idéomoteurs qu'on a au départ, on va dire libre, et puis on poursuit sur l'écriture automatique. Est-ce que tu confirmes ça ? Tout à fait. On s'assure d'abord dans un premier temps que l'inconscient est capable de produire des phénomènes idéomoteurs tout seul, sans interférence de l'esprit conscient. Et dès lors qu'on a cette certitude et qu'on a eu cet apprentissage vraiment de valider, alors ensuite on va lui proposer, s'il est d'accord, s'il en a envie, de pouvoir s'exprimer de manière plus intelligible et plus complète par l'écriture. Et alors comment ça se passe physiquement ? Qu'est-ce qu'on voit quand on voit quelqu'un faire l'écriture automatique avec un hypnotiseur ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors il se passe pas grand-chose de spectaculaire d'un point de vue visuel. En fait, la personne va tenir un stylo sur une feuille soutenue par un calepin ou un bloc-notes, peu importe. Et on va demander donc à l'inconscient de la personne de venir faire bouger le stylo sur la feuille. D'abord, ça va ressembler à des petits frémissements, puis le stylo va commencer à bouger sur la feuille, à l'explorer, puis ça va devenir un petit peu plus rapide, et puis il va y avoir un enjeu un petit peu plus émotionnel qui va intervenir avec plutôt des gribouillis, quelque chose de plus vif et de plus rapide. Et petit à petit, on va développer une forme de fluidité dans l'écriture de la part de l'inconscient, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse écrire des lettres, des mots, s'exprimer de manière compréhensible et lisible avec notre langage. Et donc tout ça se fait par étapes, donc comme tu le disais, parfois même on demande quelle main veut écrire, parce que parfois le conscient est droitier ou gaucher, et puis finalement l'inconscient lui souhaite justement toujours, pour garder son autonomie et son indépendance, choisir une main plus libre que l'autre, et puis et c'est par étapes, donc les étapes successives elles peuvent prendre du temps. La première étape c'est quoi ? Donc c'est frémissement, occuper la page, comment on le suggère ? Ouais, ça va prendre plus ou moins de temps. Déjà, ce qui va être très 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 important, c'est de revalider une nouvelle fois le fait que le mouvement se fait bien tout seul. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne veut absolument pas d'écriture intuitive, c'est-à-dire on ne veut pas que le conscient écrive tout ce qui lui passe par la tête. C'est pas le conscient qui bouge le stylo sur la feuille, donc déjà c'est vraiment s'assurer que même les tout premiers mouvements soient d'origine inconsciente, et petit à petit on monte en puissance avec effectivement une exploration plus complète de la feuille, une vivacité dans le mouvement. Il faut qu'il y ait de la vie en fait dans le stylo qui s'exprime sur la feuille, des émotions. Et on peut avoir à un moment donné même le stylo qui gribouille la feuille de manière hyper intense au point de déchirer les feuilles, de casser des stylos. Il n'y a pas de limite en fait de ce qui est acceptable ou non dans ces gribouillis, dans ce début d'écriture. On n'est pas dans une demande que l'inconscient écrive comme un adulte le ferait, en dessinant bien les lettres, en respectant les lignes et tout ça, pas du tout. On est vraiment dans une écriture de découverte presque d'un enfant finalement qui apprend à tester un petit peu même les textures du stylo sur la feuille. C'est ça, donc on n'est pas du tout chez les surréalistes, pour être surréaliste sur l'écriture automatique en laissant couler une pensée qui se déroulerait comme ça, mais on est bien sur une écriture automatique qui part du mouvement idéomoteur finalement, c'est ça, et qui progressivement va explorer la page, et qui progressivement aussi va apprendre à faire des lettres, parce que il faut qu'on puisse relire aussi, nous, des fois, quand il et des fois c'est plutôt compliqué de relire, donc parfois on demande à l'inconscient si gentiment il peut écrire en lettres majuscules. Donc souvent on apprend d'abord à faire des lettres, des fois des formes géométriques, des fois des chiffres. Tout à fait, il y a un vrai apprentissage de l'écriture, alors qui sera plus rapide que si c'était un enfant qui le faisait pour la première fois. On n'a pas besoin d'y passer des jours et des jours, il suffit souvent de quelques heures ou quelques minutes. Mais cet apprentissage, il est nécessaire. Et effectivement, on va passer par tout un tas d'apprentissage, ne serait-ce que par exemple quand on fait un B, à bien mettre les boucles du B attachées à la barre, quand on fait le A, de bien mettre le trait qui vient se mettre au milieu, de bien le mettre au milieu et pas en décalé,
Quand on fait telle lettre, c'est pareil, le X, que les barres se croisent bien, parce que très souvent, l'inconscient n'a pas forcément la dynamique géospatiale de l'écriture, vu que la personne a les yeux fermés, alors que toute notre enfance, on nous a appris à écrire les yeux ouverts. Donc on se repère en fait sur une feuille avec notre stylo grâce à nos yeux. Or l'inconscient, la plupart du temps, du coup, n'aura pas ce repère-là, va devoir créer de nouveaux repères qui vont être des repères kinesthésiques, c'est-à-dire dans mes sensations, je vais dessiner des lettres. Et dans mes sensations, je vais explorer la feuille. Donc si par exemple, j'ai la sensation d'aller à droite et qu'à un moment donné, ça sort de la feuille à droite, je vais retenir finalement, mon inconscient va retenir la dynamique de sensation qui a été nécessaire jusqu'à aller au bord de la feuille. Et au bout de 2-3 fois, l'inconscient pourra tout à fait aller à droite au bord de la feuille sans déborder, de la même manière à gauche, en haut, en bas. Et pour les lettres, la même chose. Quand on le félicite parce qu'il a fait un beau Y, l'inconscient repère dans les sensations comment il doit faire le bon Y. Et donc il va être ensuite capable de le refaire encore mieux à chaque fois. Donc on est vraiment dans une dynamique d'apprentissage avec des encouragements, des félicitations, des bravos. Et petit à petit, l'inconscient enregistre et apprend à écrire pour que l'on puisse reconnaître cette écriture. En soi, l'inconscient, il n'a pas besoin d'écrire. C'est juste un canal qui va lui permettre de s'exprimer de manière intelligible avec le praticien. Et plutôt que d'avoir des réponses par oui ou par non avec les phénomènes de moteur et le signaling, on va enfin pouvoir lui poser des questions où il va pouvoir répondre avec des mots et des phrases et s'exprimer de la manière la plus complète et complexe qui l'intéresse. Donc on est dans une évolution de communication qui demande un apprentissage. Ce qui est intéressant dans cet apprentissage par rapport à la spatialisation de la page, c'est quand on demande à l'inconscient de prendre le temps d'évoluer sur la page, de l'explorer, et que quand il a terminé et qu'il souhaite qu'on passe à l'étape suivante, eh bien de se positionner au centre de la page et de ne plus bouger, par exemple. Et ça, c'est très, très impressionnant de voir comment il repère le centre de la page alors que la personne a les yeux fermés. C'est souvent un moment impressionnant, je trouve. Tout à fait. Après, j'utilise aussi d'autres formes de signaux idéomoteurs pour valider que l'inconscient est prêt. On peut par exemple lui demander de faire le signe infini en boucle quand il est prêt, ou de faire un O en boucle sur place, plutôt que de gribouiller partout, en fait, de se stopper avec un petit O à n'importe quel endroit et de tourner en boucle pour dire qu'il est prêt. On peut avoir comme ça plein de signaux différents, mais qui vont manifester chacun une forme d'intelligence qui se manifeste et qui dit: il n'y a plus juste des gribouillis, mais il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est prêt à communiquer. Il y a cette idée dans cette exploration aussi, dans ces apprentissages, de faire grandir et mûrir l'inconscient. Et parfois, on peut lui demander, par exemple, d'avoir un prénom, d'avoir un âge. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus là-dessus ? Je pense que cette dynamique vient beaucoup de notre culture sociétale, on va dire, notre histoire vis-à-vis de l'ésotérisme par exemple, et la culture de la vie après la mort, des anges gardiens, etc., qui, même si on n'y croit pas forcément, c'est une idée qui se véhicule beaucoup quand même dans, on va dire, l'inconscient collectif, et en fait, je pense que d'une manière plus générale, quand on a notre inconscient qui à un moment donné s'exprime avec un nom, c'est comme si ça l'humanisait un petit peu. C'est comme si ça le personnifiait, ça le rendait plus humain et plus émotionnellement, en tout cas ça nous met plus en empathie vis-à-vis de notre inconscient à partir du moment où il a un nom. Donc c'est vrai que le fait qu'on demande à l'inconscient s'il a un nom, et pourquoi pas de prendre un nom, de choisir un nom, en fait on n'est pas dans une dynamique de réalité factuelle, on travaille vraiment avec de la symbolique. Et à partir du moment où il prend un nom, on se rend compte à quel point pour la personne c'est précieux, et les enjeux d'alliance et de contrat, de compromis, de négociations qui vont avoir lieu après sont beaucoup plus puissants, je trouve, à partir du moment où l'inconscient a un nom. C'est ça, donc c'est vraiment de le personnifier, et finalement il y a un rapport très créatif pour l'inconscient, et l'inconscient il aime bien ça, d'inventer des choses. C'est ça, on peut le dire comme l'inconscient qui s'invente une histoire. Après, quand on a quelqu'un qui croit par exemple très fortement en la vie après la mort, les anges gardiens, et que c'est son ange gardien qui vient écrire sur la feuille, qui vient s'exprimer, qui vient lui dire qu'il est là pour elle, qu'il la suit depuis tout bébé, etc., ou même depuis plusieurs vies, on peut pas leur enlever ça, on peut pas leur dire non mais c'est juste ton inconscient qui se raconte une histoire. Il y a vraiment derrière aussi pour certaines personnes un besoin d'y croire et de s'accrocher à ces expressions de l'inconscient sur la feuille comme une réalité. Et ça, je sais qu'avec Onkar on le garde, c'est-à-dire que si sur la feuille s'exprime l'arrière-grand-mère,
On va pas lui dire mais non, c'est ton inconscient. Non, si c'est l'arrière-grand-mère et que la personne y croit et qu'elle a besoin de ça à ce moment-là, on va lui laisser le droit de croire ça. Il y a donc en fait, oui, on pourrait le voir de manière scientifique comme étant l'inconscient qui se raconte des histoires, mais de manière symbolique, tout ce qui va venir se jouer sur la feuille peut être tout à fait considéré comme réel, émotionnellement en tout cas. Ce sont des leviers très, très efficaces, quoi. L'imagination, le récit, les croyances de la personne, il faut partir de là. Et je sais que... Oui. Pardon, vas-y. Je t'en prie. Non, je disais, je sais que beaucoup de personnes me reprochent justement de personnifier, de faire personnifier l'inconscient comme étant un travers de ma pratique de l'hypnose, alors que c'est vrai que de mon côté, j'ai de mon vécu en fait, depuis autant de temps que je le fais sur moi, le fait d'avoir personnifié certaines parties de mon inconscient n'a fait que les rendre plus amicales, de les rendre plus compréhensives, plus empathiques envers moi aussi. Ça crée de la collaboration, ça crée de l'alliance, ça crée de l'amour, ça crée un échange, un partage. Alors que si je vois mon corps simplement comme un véhicule rempli d'automatismes que je vais aller nettoyer, reprogrammer, etc., on est dans une autre méthode d'hypnose, tout simplement. Et puis ça vient corroborer toutes les théories sur la puissance du récit et la puissance de l'imagination qui est très agissante sur notre espèce sapiens, et sur chacun et chacune d'entre nous. Et on va préférer que ce soit justement l'inconscient qui développe ses propres récits plutôt que ce soit le praticien qui impose les siens. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, donc par rapport à l'écriture automatique, donc on développe des mots, des fois des phrases. Est-ce que ça, comme pour l'auto-hypnose, est-ce que ça, on peut le faire régulièrement, tout seul? Alors dans ma croyance, c'est quelque chose à faire de manière pas trop régulière. Il y a des travaux qui ont été menés sur justement les médiums qui pratiquent ce genre de méthode d'écriture automatique de manière régulière, plusieurs heures par jour, et qui, au bout de quelques années, développent quand même des syndromes pathologiques au niveau psychologique. Donc il y a vraiment quand même cette historique de faut faire attention. Après, je crois aussi que ce qui joue beaucoup, c'est la différence entre qu'est-ce qui vient s'exprimer sur la feuille. Si ce qui s'exprime sur la feuille, ce sont des parties de moi, je pense qu'on est dans quelque chose de très sain, où on pourrait faire de l'écriture automatique tous les jours sans aucun problème. À partir du moment où sur l'écriture automatique s'expriment des choses qui ne sont pas moi, qui sont des choses hors de moi, un ange gardien, un défunt, un esprit X ou Y. Donc à travers le filtre des croyances des personnes, c'est ça, hein, c'est la projection de la personne qui dit, tu vois, voilà, c'est mon ange gardien, etc. C'est ça, en fait, si ce n'est pas moi qui s'exprime sur la feuille et que je le laisse exprimer plusieurs fois par jour et que je le laisse prendre beaucoup de place tous les jours, il y a une forme de risque de dépersonnalisation où à un moment donné, ces autres personnalités, ces autres entités peuvent venir prendre le dessus au quotidien aussi. Donc je peux me retrouver au travail avec la tête qui se met à bouger toute seule, le bras qui se met à vouloir écrire tout seul sur la feuille. Ce sont des phénomènes qui sont déjà apparus, qui ont été déjà étudiés, où à un moment donné, il peut y avoir une sorte de perte de contrôle finalement vis-à-vis de ces autres entités. C'est ce qu'on appelle la possession dans l'ésotérisme, mais c'est quelque chose qui existe au travers des filtres des croyances, comme tu dis. C'est-à-dire, il faut y croire pour être possédé. Si je ne crois pas en la possession, je ne peux pas être possédé. Donc il y a vraiment cette idée il y a un danger avec l'écriture automatique par rapport aux croyances qui manifesteraient sur cette écriture quelque chose hors du corps. Dans le cadre de la séance, il n'y a pas de risque parce qu'il y a l'hypnothérapeute. On voit quand même qu'au moment de l'écriture automatique, la transe est bien plus profonde. Oui, après, la notion de risque, pour moi, elle est tout le temps présente. Après, c'est une gestion des risques. C'est-à-dire que la pratique de l'hypnose somnambulique n'est jamais sans risque. Il n'y a pas zéro risque. Mais les risques sont mesurés et mesurables facilement de par nos expériences respectives, toi, moi et tous les autres qui pratiquent cette méthode-là. On a aujourd'hui quand même un échantillon assez large de tout ce qui peut se produire, mais on peut avoir par exemple à un moment donné une entité démoniaque qui vient, qui s'exprime par l'écriture et qui exprime sur la feuille qu'elle veut détruire le corps, qu'elle veut détruire le conscient. Quand on a ce genre de choses qui s'expriment sur la feuille, c'est vrai qu'il y a un risque dans le sens où il faut savoir le gérer, il faut savoir l'accompagner, donc c'est pas quelque chose qui s'improvise selon moi. Je pense qu'on en parle là
pour expliquer un petit peu, montrer un peu ce qu'on fait, mais je recommande vraiment aux personnes de ne pas s'improviser à faire de l'écriture automatique n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, puisque ce qui est très important, c'est le cadre que l'hypnotiseur va mettre en place, qui va être rassurant, ou même si à un moment donné, il y a ce genre d'entités qui viennent au premier plan, que l'hypnotiseur sache comment les gérer, sache quoi faire, comment se comporter pour que ça se finisse bien dans tous les cas. C'est de la négociation au sommet, comme dans les prises d'otages, etc. Là, donc l'écriture automatique, plutôt donc au niveau autonomie des personnes, plutôt quoi, une fois par semaine, un grand maximum. Ouais, une fois par semaine, je pense que c'est bien, une ou deux fois par semaine, pas plus. Ça permet d'avoir à la fois une dynamique très positive vis-à-vis de laisser son corps s'exprimer librement, et en même temps de pas le faire de manière trop régulière qui pourrait amener, on va dire, des extrêmes. Et finalement, si mon inconscient qui s'exprime, c'est mon ange gardien, qu'il est hors de moi et que je lui laisse la parole 4 heures par jour, à travers l'écriture, c'est comme si je fuyais ma propre vie finalement, et que je m'enfouissais finalement dans quelque chose qui ne m'appartient pas, qui n'est pas moi, pas vraiment moi. C'est à un moment donné, l'hypnose, c'est fait pour que je puisse vivre encore mieux ma vie. C'est pas fait pour que je délègue ma vie à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre ou à une autre entité. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment un équilibre à travers l'écriture automatique, qui est quand même une pratique de transe profonde, qui met la personne vraiment dans une transe où à un moment donné l'inconscient peut prendre le dessus. Donc je pense que c'est bien aussi de mettre à un moment donné soit un timing, soit une playlist de musique qui a une fin à un moment donné, qui manifeste que la séance va sur la fin et se termine, d'avoir un peu un repère temporel, puisque sous hypnose on perd un peu la notion du temps. Et donc pour des personnes qui seraient relativement bien réceptives et qui voudraient faire de l'auto-hypnose avec l'écriture automatique, je pense que c'est bien d'avoir des repères temporels qui permettent de faire des pauses et d'arrêter et de pas se laisser emporter trop longuement dans l'écriture automatique, puisque selon moi le risque principal c'est d'être finalement en admiration vis-à-vis de tout le potentiel de notre inconscient, de notre ange gardien, ou peu importe avec qui on communique. Et quand on s'aperçoit de tout ce potentiel, de tout ce que ça crée en nous, de tout ce que ça développe en nous, il y a un côté un peu addictif qui peut arriver mais pourquoi j'ai pas ça tous les jours, pourquoi j'ai pas ça tout le temps, pourquoi quand je fais de l'écriture automatique je baigne dans l'amour, je me sens bien, je me sens à ma place, et pourquoi dès que je vais au boulot c'est nul. Dès que je rentre à la maison, hop, je refais de l'écriture automatique, comme ça je rebaigne dans le bonheur, je rebaigne dans l'amour, et c'est là que peut apparaître des dérives. Très bien. Au-delà de l'écriture automatique avec un stylo, est-ce que tu as déjà tenté de le faire au clavier, puisque ce sont des mouvements idéomoteurs? Ça a été bizarrement une de mes premières approches. J'avais publié un article sur Street Hypnose où à la base en fait je voulais explorer donc différents types de trance, on va dire, peu importe l'endroit, peu importe le lieu. Et il se trouve qu'à cette époque-là, quand j'ai commencé en 2012, là, j'avais une amie qui habitait un petit peu loin mais qui était méga super réceptive, et quand je l'hypnotisais, à un moment donné son inconscient s'exprimait par le clavier. Et on avait même fait des tests justement d'indépendance où l'inconscient écrivait quelque chose dont elle ne se souvenait pas au moment où elle envoyait, elle tapait sur envoyer, et c'était assez impressionnant, mais c'est réservé quand même à des personnes très 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 réceptives ou bien entraînées. Et je recommanderais pas aujourd'hui de le faire forcément par le clavier, ou en tout cas en présentiel mais pas à distance. Comme on le disait dans le premier podcast par rapport au confinement, je recommande vraiment pas de faire de l'écriture automatique à distance, puisque on a cette idée que les entités peuvent prendre possession du corps, et à ce moment-là, si jamais l'entité, l'ange gardien ou l'inconscient prend la souris et clique sur arrêter l'ordinateur, on se retrouve un petit peu dans l'embarras. Donc c'est le genre de choses que je ne ferai plus aujourd'hui, mais que j'ai fait. On avait dit pas de séance pendant les confinements pour éviter ce genre de choses. Toujours par rapport à cette écriture automatique, on a des mouvements idéomoteurs, il peut y avoir d'autres formes d'écriture. Je peux témoigner que j'ai eu une pianiste qui faisait du piano à haut niveau, et les mouvements idéomoteurs qu'elle avait après en auto-hypnose l'ont conduite au clavier, mais cette fois-ci au clavier du piano, et elle a fait composer des choses que jamais elle n'aurait composées en étant consciente, avec des accords complètement nouveaux, complètement en dehors de son champ habituel de composition. Et c'est des sensations assez incroyables, je crois, pour elle. C'est vraiment extraordinaire, oui, c'est clair. Après, c'est
je sais pas si on peut parler d'écriture automatique. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir un message quand même qui est transmis derrière la composition. Mais ce qui est intéressant, ce serait justement d'aller explorer ce message ensuite, pour voir justement qu'est-ce que l'inconscient a souhaité dire à travers ces accords. C'est une écriture musicale, ouais, on peut dire ça. Après, est-ce que l'inconscient, justement, c'est intéressant la question que tu poses, mais l'inconscient, il s'exprime que à visée thérapeutique? Est-ce qu'il ne peut pas s'exprimer juste sur une visée purement, on va dire, créative ou artistique? Je pense qu'il y a juste une notion de priorité à prendre en compte, c'est-à-dire que quand on a notre inconscient, notre corps qui est délaissé depuis des mois, des années, dont on ne s'occupe pas, dont on ne prend pas soin, dont on refuse les expressions émotionnelles quotidiennes, etc. Je pense que quand on le laisse s'exprimer enfin pour la première fois, sa dynamique n'est pas juste d'aller faire de l'art et de jouer, de s'amuser. Sa dynamique souvent c'est « aide-moi », on règle les urgences, on me libère du trop-plein, que la cocotte minute n'explose pas, et ensuite on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir créer, on va pouvoir être dans une forme d'alliance qui n'est pas que thérapeutique mais qui est quotidienne, artistique, créative, et même encore plein d'autres choses. Mais je pense qu'il y a quand même une notion de priorité à prendre en compte où dès lors qu'on a une intelligence inconsciente qui s'exprime, le jeu est très souvent secondaire au départ. C'est pour ça qu'en street hypnose, on ne fait surtout pas d'écriture automatique dans la rue. On reste sur des dynamiques de jeu, d'automatisme, parce que si jamais on faisait venir une intelligence, certainement qu'elle ne voudrait plus jouer et qu'elle voudrait directement passer à quelque chose de plus thérapeutique. Et c'est malheureusement les quelques fois en street hypnose sur les milliers de séances qu'on a fait où il y a eu des émotions et des personnes qui ont pleuré, c'est quand on pose la question à l'inconscient, c'est souvent parce que justement il y avait quelque chose d'intelligent qui était venu et qui disait mais moi je veux pas jouer en fait, moi j'ai besoin d'aide. Très bien, donc on voit bien dans l'écriture automatique qu'on a une transe qui est bien plus profonde que le signaling, on va dire, habituel, avec les mouvements idéomoteurs habituels. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus par rapport à ça? L'écriture automatique, pour résumer, ça serait pour moi l'élément de communication idéal avec l'inconscient, en tout cas dans une transe moyenne, on va dire moyenne profonde, sachant que le moyen de communication idéal, c'est la parole automatique. C'est-à-dire que à partir du moment où l'inconscient peut bouger les bras, les mains, les doigts, à partir du moment où l'inconscient peut bouger la main, le poignet pour écrire des lettres et des mots, en fait, il reste pas grand-chose pour qu'il puisse ensuite prendre la bouche, les lèvres, les cordes vocales et s'exprimer par la parole. Et ça sera sans doute le sujet d'un prochain podcast. Merci à toi Jean-Emmanuel, merci à vous toutes et tous pour votre écoute et puis nous vous donnons rendez-vous justement pour d'autres aventures oomkariennes à travers ces podcasts. Au revoir.